Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule dans le cadre du cours 50-62. Aujourd'hui, on parle de la deuxième loi de Newton. Donc, la loi de Newton se dit comme suit. La force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet et de son accélération, celle-ci étant toujours donnée dans la même orientation que la force résultante. En mathématiques, on dira que la deuxième loi de Newton s'énumère très facilement par la règle que vous allez utiliser à profusion, qui est F est égal à ma. Donc la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Si mon accélération est nulle, à ce moment-là, j'ai une vitesse constante. Donc je reviens au premier chapitre où on parlait de l'inertie. Autrement dit, je vais avoir aucune accélération, donc une accélération égale à zéro, et ma force doit aussi être nulle si je n'ai pas d'accélération, parce que la masse multipliée par zéro doit donner zéro. Donc, c'est vraiment ce qu'on voyait au dernier chapitre. Par contre, si c'est non nul, là, elle s'applique la deuxième loi de Newton. Donc, mon accélération multipliée par ma masse va être égale à ma force. Soit dit en passant, mon accélération et ma force, comme c'est dit dans la deuxième loi de Newton, doivent toujours avoir la même orientation, ce qui veut dire qu'il va être dirigé vers le même endroit. Donc, si j'ai une variation de ma vitesse, je dois absolument avoir une variation, je dois absolument avoir une force appliquée. Vous avez peut-être déjà entendu que deux objets qui ont des masses différentes et qui sont en chute libre vont atteindre le sol en même temps, et c'est tout à fait vrai. Évidemment, si on néglige la force de l'air, les deux objets vont atteindre le sol en même temps. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la force qui va être appliquée par les deux objets ne sera pas nécessairement la même au moment où est-ce qu'il va atteindre le sol. Pourquoi? Parce qu'ils sont des masses différentes. Donc, évidemment, le poids de ces deux objets-là étant différent, si on fait tomber une boule de bowling versus si on fait tomber une balle de ping-pong, mais la boule de bowling va faire plus de dommages au sol que la balle de ping-pong, vous vous en doutez, et ce, même s'ils subissent la même accélération ou dans le cas où que je donnais la même décélération. C'est ce qu'on appelle le poids. Donc, le poids, c'est quoi? C'est la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle. Ce qui veut dire que le poids va vraiment dépendre de la masse, mais ce n'est pas la même chose. La masse, c'est la quantité de matière, alors que la force, donc le poids, la force gravitationnelle qu'on appelle le poids, c'est la force d'attraction entre l'objet et la planète. Donc, on parle vraiment d'une force, elle est donc exprimée en newton. Lorsqu'on est sur un plan incliné, ça va être important de décomposer nos forces pour pouvoir aller chercher une force résultante pour être en mesure d'aller chercher l'accélération de l'objet. Donc ici, on a une force gravitationnelle et une normale qui s'appliquent. La normale est perpendiculaire au plan et je sais qu'elle va être annulée par la composante perpendiculaire de mon poids. Il va donc me rester une seule force qui va être importante, c'est la force qui est parallèle au plan. Et cette force-là va être la force qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la force résultante. Donc c'est la force qui va être utilisée pour calculer l'accélération. Ce qui veut dire qu'un objet sur un plan incliné n'aura pas une accélération de 9,8 mètres par seconde carré à cause de l'angle du plan. Donc, il va falloir à chaque fois aller chercher la composante parallèle pour être en mesure de calculer l'accélération. Maintenant, pour bien illustrer la différence entre la masse et le poids dont on a parlé précédemment, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un éléphant. Mon éléphant a une masse de 5400 kg. On sait que cette masse-là va être la même que je sois sur la Terre, sur la Lune ou sur Pluton. Donc, la masse est toujours la même. Le poids sur Terre de mon éléphant est de 52 920 newtons. Si on envoie ce même éléphant-là sur la Lune, à ce moment-là, je sais que la force gravitationnelle sur la Lune est plus faible parce que la masse de la Lune est plus faible que celle de la Terre. Donc, à ce moment-là, j'aurais plus un poids de 52 920, mais bien un poids de 8 640 newtons, donc un poids beaucoup plus faible. La différence de poids n'influence pas la masse. La masse va toujours rester à 5400 kg. Par contre, sur nos balances, à nous, on utilise le poids pour calculer la masse. Donc, qu'est-ce qui arriverait si on utilisait la même balance, mais sur la Lune? À ce moment-là, on aurait une masse apparentée. Là, faites bien attention, j'utilise vraiment le mot
par an. Parce que la vraie masse, c'est encore 5400 kg. Donc, la masse apparente de mon éléphant serait maintenant de 881,6 kg. Vous vous en doutez, on doit avoir une formule qui nous permet de calculer cette force gravitationnelle, qu'on soit sur la Terre, sur la Lune, sur Jupiter ou peu importe où. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est la force, donc le poids de mon éléphant, est-ce que ça dépend seulement de la planète? Et vous vous doutez que la réponse est non. Donc, la force gravitationnelle n'est pas seulement en lien avec la planète, elle est aussi en lien avec la distance qu'il y a entre le corps et la planète. Donc, entre, par exemple, ici, l'éléphant et la planète. Donc, si je mets mon éléphant en orbite, son poids va être inférieur. Donc, la formule qui nous intéresse, donc la formule qui dicte tout ça, c'est la formule qui suit. Donc, la force gravitationnelle, c'est égal à une constante, G, qui est toujours la même valeur, multipliée par, dans le fond, là, on va prendre la masse des deux objets, donc la masse de l'éléphant et la masse de la Terre, ou de la planète dans laquelle il se trouve, divisé par la distance au carré. Et là, il faut faire attention au niveau de la distance. Quand je parle de la distance, je ne parle pas de l'altitude, qui va généralement être la donnée qui est donnée dans le problème. Donc, l'altitude, c'est pas la distance. La distance, c'est vraiment ce qui sépare le centre de masse de l'éléphant avec le centre de masse de la planète. Évidemment, le centre de masse de la planète, c'est généralement le centre de la planète. Au niveau de l'éléphant, c'est vraiment si je concentre toute sa masse en un seul point, où sera ce point-là? Donc, il faut vraiment, dans le fond, il faut vraiment ajouter à l'altitude qui serait donnée dans un problème le rayon terrestre pour pouvoir obtenir la distance qui nous intéresse. Évidemment, il y a un autre élément qui peut influencer le poids de mon éléphant, donc pas seulement la planète, mais aussi l'accélération qu'il subit. Donc, quand on subit une accélération, on va avoir une tendance à croire que notre poids est différent, ce qui n'est pas tout à fait le cas, là, mais on va avoir tendance à croire que le poids est différent. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec d'un éléphant qui est dans son ascenseur, donc qui va monter et descendre. On parle toujours du même éléphant qui a une masse de 5400 kg et un poids de 52 920 newtons. Si mon ascenseur monte, à ce moment-là, mon accélération est vers le haut. Je sais que la force va être dans le même sens que l'accélération, ce qui veut dire que la force va être vers le haut aussi. Je me retrouve donc à avoir une force qui est égale à la masse fois l'accélération. La masse de mon éléphant, je vous rappelle que c'est 5400 kg. Donc, si je fais la multiplication, ça me donne une force de 10 800 newtons. Cette force-là va s'additionner à ma force normale. Donc, si je l'additionne, ça me donne maintenant un poids apparent de 63 700 newtons. C'est la raison pourquoi on a l'impression d'être beaucoup plus lourd quand quand l'ascenseur plutôt accélère vers le haut. Inversement, quand on va atteindre notre étage, donc on va avoir une décélération de 2 mètres par seconde. Cette décélération-là va créer une force qui va être vers le bas, parce que mon accélération est dirigée vers le bas. Et donc, je vais pouvoir le calculer aussi en faisant le même genre de calcul que tantôt. Donc, la force multipliée par l'accélération, qui va me donner une force de 10 800 newtons. Cette force-là étant vers le bas, je vais devoir faire une soustraction de cette force-là, ce qui va me donner un nouveau poids apparent de 42 120 newtons. C'est la raison pourquoi on a l'impression d'avoir une simili-apesanteur quand on arrive à notre étage. C'est simplement parce qu'on va décélérer, qu'on va arriver vers le bas, donc l'accélération va être dirigée vers le bas. Si on pousse ce résultat-là à l'extrême, autrement dit, si on laisse tomber notre éléphant, ne faites pas ça, nous ne voulons pas de mal aux éléphants, mais si on laissait tomber la cage d'ascenseur, par exemple, si le câble de l'ascenseur se brisait à cause du poids de l'éléphant, qu'est-ce qui arriverait? Bien là, j'aurais une accélération qui serait vers le bas à moins 9,8 mètres par seconde carré. Donc, au moment où est-ce que je multiplierais les deux, j'aurais une force qui serait de moins 52 920, ce qui annule complètement ma normale. C'est la raison pourquoi ici je dirais que je suis réellement en état d'apesanteur. Donc mon poids apparent devient 0 newton.
Évidemment, si on parle de force résultante, là, on n'aura plus le choix de parler de la friction. Donc, on a toujours négligé l'ensemble des forces de frottement depuis le début. Là, on n'aura pas le choix d'arrêter de la négliger. Donc, ici, j'ai une autruche. Mon autruche s'arrête sur une piste de ski. Quelle force s'applique sur elle? Donc, il y a son poids, la normale, donc la force que la neige applique sur l'autruche pour la garder, pour pas que l'autruche s'enfonce, et les forces de frottement. Donc, les forces de frottement, il y en a deux, celle entre la planche et la neige, et aussi la force de frottement de l'air. Si on prend les deux dernières forces et qu'on les met ensemble, ça va me donner ce qu'on appelle la friction cinétique, donc les forces de frottement mises ensemble. Donc, ici, on parle de cinétique. Pourquoi cinétique? Parce que notre autruche est en mouvement. C'est ce qui va différencier la friction cinétique avec la prochaine qu'on va voir, qui est la friction statique. Ici, mon autruche ne bouge pas. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur elle? Je vais avoir mon poids, la normale et la force de frottement. À signaler ici que la normale est inclinée. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours perpendiculaire à ma surface. Pour être capable de voir c'est quoi la résultante, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer mon poids avec une composante parallèle et une composante perpendiculaire à la surface. Ma composante perpendiculaire s'annule avec la normale et la composante qui est parallèle s'annule avec la force de frottement. On parle d'une résistance nulle. Mais cette force de frottement-là, donc celle dont on a parlé, c'est ça la friction statique. C'est très important de bien différencier la friction statique et la friction cinétique. En fait, la grande différence, c'est que la friction cinétique, c'est celle qui va s'appliquer alors que mon corps est en mouvement, alors que la friction statique, c'est la force de frottement qui va empêcher mon corps de devenir en mouvement. Pourquoi c'est si important de bien les différencier? En fait, c'est simple, parce qu'ils ne sont pas égales. Donc, la friction statique va toujours être supérieure à la friction cinétique. Ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de mettre un corps en mouvement que de le garder en mouvement, autrement dit. Évidemment, cette force de friction-là dépend de la surface. Donc ici, j'ai 4 surfaces différentes. Je sais que sur certaines, ça va glisser beaucoup plus facilement. C'est le principe que, par exemple, une voiture va glisser beaucoup plus sur une chaussée mouillée que sur une chaussée sèche et va glisser beaucoup plus sur une chaussée glacée que sur une chaussée mouillée. Donc, toutes ces forces-là sont différentes selon les surfaces qui sont en cause. Par contre, il faut dire que si j'applique une force sur un bloc qui n'était pas capable de bouger, comme je l'ai dit, sa force de frottement statique est supérieure à sa force de frottement dynamique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter en cours de route. Je pourrais amener mon bloc jusqu'au bout, jusqu'en bas de la côte, mais il faut que je le parte. Donc, autrement dit, il faut que je brise sa force de friction statique. Et une fois que sa force de friction statique est brisée, là, je pourrais continuer à me rendre jusqu'en bas. Ici, je vous présente un petit quelque chose qui n'est pas inclus à l'intérieur de votre livre et qui n'est pas non plus au programme. Par contre, je trouve ça important de le voir. Vous allez le voir de toute façon si vous poursuivez vos études en physique au cégep. Donc, je trouve ça important d'en glisser un petit mot. En fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient de friction. Le coefficient de friction, c'est vraiment ce qui va caractériser, donc c'est une donnée chiffrée qui est mesurable, qui est calculable, qu'on va mesurer sur le contact qui se fait entre deux surfaces différentes. À signaler qu'il faut vraiment le mesurer. Pourquoi? Parce que même le caoutchouc et l'asphalte, par exemple, n'auront pas nécessairement exactement le même coefficient de friction, tout dépendamment si le pneu est neuf ou si le pneu est plus usé. Donc, c'est vraiment important de le calculer. Et en fait, ce coefficient-là est important parce que c'est ce qui va nous permettre de calculer mathématiquement la force de friction. On sait que la force de friction va être en lien avec deux choses. La première chose, c'est ce coefficient-là, et la deuxième chose, c'est la normale. Donc, en fait, la formule mathématique qui s'applique ici, c'est la force de friction est égale au coefficient multiplié par la normale. Et c'est
les formules sont presque identiques entre le coefficient de friction statique et le coefficient de friction cinétique. La différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est simplement qu'on n'utilisera pas le même coefficient. Donc, c'est la même chose. Il y a un autre endroit où la friction de l'air va avoir un impact important. Donc, on dit que si on laisse tomber une pièce de monnaie du haut de la tour Eiffel, la pièce va accélérer pendant toute sa chute. Alors que c'est pas tout à fait vrai. En fait, on ne peut pas utiliser le 9.8 exactement pour toute sa chute. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air. Donc, les masses d'air, et là, c'est très, très dur à calculer parce que ça dépend de la façon que la pièce de monnaie est placée. Ça va dépendre du déplacement des masses d'air entre le haut de la tour Eiffel et le sol. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire sur ça, c'est que la force de friction de l'air, à un certain moment, va devenir non négligeable. Et donc, elle va réduire l'accélération de la pièce. On le voit à plus grande échelle pour une capsule, par exemple une navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Donc, si vous avez déjà vu des films de ce genre, ce que vous allez voir, c'est qu'au moment de rentrer dans l'atmosphère, tous les véhicules spatiaux vont rentrer et vont dégager une grosse flamme autour d'eux. Cette flamme-là, c'est quoi? C'est une perte d'énergie due à la friction. La friction est tellement importante que la chaleur s'accumule et va finir par créer cette flamme-là. C'est un problème majeur quand on rentre, parce qu'on a besoin de cette friction-là pour nos astronautes. Mais par contre, c'est un problème majeur en ce qui concerne, par exemple, la colonisation de la planète Mars. Donc, quand la navette spatiale va vouloir atterrir sur Mars, c'est le même principe pour l'alunissage, soit dit en passant. Donc, d'atterrir sur la Lune, qu'on appelle l'alunissage. Ces deux moments-là sont problématiques pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'atmosphère. Donc, même si on déploie des très, très grands parachutes, mais en n'ayant pas d'atmosphère, j'ai beaucoup moins de friction. Pour ne pas dire, j'ai presque aucune friction à cause du peu d'air qui existe sur ces deux corps spatiaux-là. Donc, pour pouvoir atterrir, il va falloir vraiment utiliser d'autres systèmes. Donc, généralement, ça va être avec des propulseurs pour se permettre de ralentir et ne pas carrément se cracher sur la Lune ou sur Mars. Avant de terminer cette capsule, je veux juste vous signaler une petite information. J'ai mis dans la description de la vidéo quelques petits liens intéressants là, en lien avec la matière qu'on a vue aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller les voir. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.